Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous rendez aujourd'hui et ce matin hommage au père de l'innovation israélienne, Shimon Peres? Oui, tout à fait. Et on pense moins à Shimon Peres sous cet angle. On parle toujours de l'homme de paix, d'un personnage aussi ambigu, en tout cas au cours de son histoire, qui a évolué dans ses prises de position. Mais la fin de sa vie, et je dirais après l'obtention du prix Nobel de la paix, a été très marquée par un agenda pro-innovation au service de la paix. Il avait l'habitude de dire effectivement « soyez prudents, osez ». Vous étiez d'ailleurs vous-même en Israël lorsque son décès est survenu. Vous avez vécu cette émotion qui a été donc régulière et prise en Israël? Oui, parce qu'on savait que son état de santé s'était dégradé et que son décès était imminent. Et moi, ça m'a donné envie de me replonger dans ses écrits, notamment ce livre qu'il a écrit avec Jacques Attali, « Avec nous, après nous ». Et bien dans ce livre, il n'est quasi exclusivement question que de technologie et d'innovation. Et du coup, le matin de mon départ, je suis allée à la Maison Peres pour la paix. Et j'ai découvert que cet été même avaient été lancés les travaux d'un institut israélien pour l'innovation, inauguré par Shimon Peres. Il avait une vision politique de l'innovation, c'est-à-dire que peut-être qu'il faisait le constat que les accords de paix d'Oslo, dans leur approche très institutionnelle, très intergouvernementale, très diplomatique, étaient en décalage avec les attentes de la société civile, avec cette effervescence de la start-up nation, de la nation start-up israélienne, avec le dynamisme des entrepreneurs arabes en Palestine. Donc il se disait, la réponse, elle est peut-être là. Alors justement, vous connaissez bien effectivement ces enjeux. Il y a des sociétés israéliennes qui ont mis au point des systèmes de ce qu'on appelle de police prédictive, qui avec l'algorithme, on peut identifier, repérer dans un lieu public quelqu'un avant qu'il ne passe à l'acte. Est-ce que ces sociétés peuvent vendre ce système en France? Est-ce que c'est possible d'installer ce système en France? Alors, la régulation en France pour la protection de la vie privée est plus protectrice que dans la plupart des autres États. Alors, désormais, elle est harmonisée au niveau européen, mais l'Europe est le continent qui protège les données personnelles, qui protège la vie privée et je dirais qui protège aussi les libertés fondamentales sur Internet. Donc, en l'occurrence, à cette question précise, je n'ai pas la réponse, il faudrait que je l'étudie. Je ne pense pas que ça soit possible. Je sais que ce système a été déployé dans plusieurs métros, par exemple, à travers le monde. Ce n'est pas le cas en France. La question que vous posez, elle est double. D'abord, il faut que l'État, les institutions, les entreprises, les particuliers se protègent contre les failles possibles de sécurité, les atteintes aux données personnelles, et c'est pas un hasard. Parce que la nouvelle technologie peut, voilà, effectivement. Tout à fait, est très fort en cybersécurité. L'enjeu est effectivement très fort dans ce pays. Oui. Voilà. Et la seconde question, c'est quand même celle de l'éthique. Derrière les technologies. Et là aussi, je crois que la France a un rôle à jouer. Dans ma loi, j'ai confié à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, un rôle éthique d'animation du débat avec la société. Alors, on l'a peut-être un petit peu raté, mais on a changé de République depuis 48 heures. On est passé à la République 2.0. La République numérique est née. Vous êtes la mère de la Constitution de la République numérique? Non, les Français, les internautes sont... Quoi va consister et pas les pères, les frères de cette République numérique. Cette transition numérique qui devrait changer notre vie, en quelques mots? Quels sont les grands changements? L'actualisation qui était absolument nécessaire du logiciel républicain, selon 3 axes forts. D'abord, ouvrir, faire circuler les savoirs, parce que nous sommes dans une économie de l'immatériel. Aujourd'hui, la plus-value, y compris des industries, elle est dans la capacité de nos entreprises à apporter des idées, des produits différents, ça fait innovants. Encore peur aujourd'hui. On dit que ça va plutôt détruire des emplois, on dit que tout va muter. Comment D'où la nécessité faire confiance de se préparer. Et on se prépare notamment par l'innovation ouverte, l'innovation qui est en phase avec toutes les dernières évolutions et qui sait être agile et qui sait s'adapter rapidement. Second socle, la confiance, parce qu'il n'y a pas d'essor de l'économie numérique. On ne partage pas ses données bancaires, ses données personnelles, le contenu de ses emails sans confiance. Et donc, il y a toute une série de dispositifs qui renforcent la protection des consommateurs en ligne. Justement, ce que vous nous expliquez, c'est qu'au fond, Internet, c'est comme l'électricité aujourd'hui. C'est un droit. C'est aussi naturel que d'être branché avec EDF. Et donc, du coup, est-ce que tout le monde peut en profiter? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture numérique? Alors, et c'est le troisième volet de cette loi,
l'inclusion sociale. J'ai toujours et je continuerai toujours à défendre, vous avez raison, ça ne veut rien dire, à défendre une innovation qui soit au bénéfice de tous. Le risque qui guette la France, mais tous les pays du monde, et notamment ces mégalopoles, Hong Kong, Singapour, la Silicon Valley, et pour une certaine partie Israël, c'est que ça ne bénéficie qu'au happy few. Alors comment vous avez fait en France dans la loi votée? Plusieurs articles, le maintien de la connexion à Internet pour les foyers les plus défavorisés, comme l'accès au gaz, à l'eau, à l'électricité, qui sont des biens universels dont il faut garantir l'accès. Il y a beaucoup de dispositions sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, les malvoyants, les personnes sourdes et malentendantes. La France se positionne en leader sur ce sujet pour accompagner aussi le vieillissement de la population. Et donc les évolutions démographiques. Le numérique va aider également la dépendance, les familles qui ont des êtres dépendants, des proches dépendants. Tout à fait. L'idée, c'est d'embrasser tout ce potentiel. Donc c'est un changement complet de la société. Voilà, et culturel aussi. C'est-à-dire ne pas avoir peur, mais accompagner avec une direction, une stratégie. Avec des enjeux également éthiques. Également, on l'a vu là au salon de l'auto, on le voit au mondial de l'auto en ce moment. Les vedettes, ce sont les voitures connectées, les voitures sans chauffeur. Elles ont intégré dans le programme le dilemme en cas d'accident, en cas de programme, qu'est-ce qu'on fait? On tue le passager, on tue un piéton? Comment on fait? Alors, la réalité technologique de la voiture autonome, c'est que quand elle sera là, elle réduira de quasiment 100% le nombre d'accidents mortels. Quelle est la principale cause de l'accident en automobile? Plus d'accidents de voiture avec la voiture autonome. Non, mais quelle est la principale cause? C'est l'homme. C'est-à-dire que c'est le comportement humain, c'est la défaillance, c'est la faiblesse. Et donc, ce risque-là est écarté complètement. Il reste à réussir à traiter cette portion absolument minimale qui est de, lorsque le hasard se présente et qu'un choix non humain doit être fait, quel est-il? Et là, je crois qu'il y a des chantiers qui sont sous-estimés décidés par la société civile et pas uniquement par les constructeurs automobiles. Comment vous allez arriver à faire entrer cette passion et ces sujets dans les discours de la campagne présidentielle où on parle que de identité, burkini, burqa, l'islam, ces sujets-là, vous pensez qu'ils doivent être centraux? C'est une de mes inquiétudes, de voir la tonalité actuelle des primaires à droite, par exemple, où j'ai le sentiment que les thématiques prioritaires sont totalement déphasées par rapport à un pays et une population entière qui a envie de se tourner vers l'avenir. Je veux dire, il y a deux choix. Soit on se tourne vers le monde ancien dont parle Nicolas Sarkozy et vers la préservation d'un monde qui n'existe plus. Sarko, c'est un peu les années 50 avec le gendarme à Saint-Tropez et Obélix et Astérix. Alain Juppé, quand je vois son programme numérique, j'ai l'impression qu'il a été figé dans les années 90. Il était quand même à la Fraissinet, à visiter les plus grands incubateurs. Il a compris dans ses discours, il dit qu'il a compris qu'il avait une clientèle possible. Mais j'ai comparé très précisément l'action du gouvernement avec ses propositions. Il les reprend toutes, mais en baissant la barre d'ambition et sans mettre le social. Il ne met pas le social. Alors, 20 000 Français de l'étranger inscrits à la primaire de la droite. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte justement qu'il s'intéresse à ce que vous dites. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il a beaucoup soigné l'électorat français à l'étranger. Il essaie de porter ce message de la mondialisation heureuse en parlant à une certaine niche de la population française. Mais le problème, et c'est la leçon du Brexit, c'est qu'on peut se contenter de parler à Tech City. Mais qu'est-ce qu'on dit aux villes du Nord industrielles? Et l'action de ce gouvernement, c'est l'innovation au service de tous. Dernière question, est-ce qu'un jour, il y aura un robot à l'Élysée? Pour remplacer le président ou pour l'aider? Pour remplacer le président, pour l'aider. Remplacer, non. Est-ce que le robot sapiens sera la nouvelle évolution du genre humain? La rovolution, c'est le robot qui réussit à rendre optimales les décisions. Et vous repartez sur les chemins politiques? L'année prochaine. Candidate? Je serai candidate à l'élection législative, fidèle et loyale au poste, surtout en ces temps de Brexit. Je crois que nous avons besoin de continuité. Oui, Europe du Nord.